Vous ne pouvez pas partir. Le murmure de l'employé était plus perçant qu'un cri. J'étais debout au guichet de la préfecture à Paris, serrant un avis d'expulsion froissé et mes derniers 20 €. Je n'étais pas là pour des vacances, j'étais désespéré de trouver un poste d'agent d'entretien, une ultime tentative pour ne pas couler. Mais alors que l'ordinateur scannait mon dossier, l'air stérile du bureau fut déchiré par un flash rouge violent. Une alarme silencieuse commença à tournoyer sur le mur, projetant une lueur rythmique et sanglante sur le comptoir. 2 gardes armés s'avancèrent, leurs mains frôlant leurs étuis avec une intention létale. Les mains de l'employée tremblaient alors qu'elle levait les yeux vers moi, son visage vidé de toute couleur. « Madame », souffla-t-elle, « ce numéro de sécurité sociale appartient à une enfant décédée en 1991. Assise ici avec mon café, à regarder le monde défiler, je suis frappée par la fragilité de notre réalité. Quelle est votre boisson préférée ou votre moment favori de la journée en ce moment? J'attends vraiment vos commentaires avec impatience. Mais revenons à ce bureau froid de Paris, où la seule vie que je connaissais était sur le point de s'évaporer. Le stroboscope rouge continuait son pouls frénétique, peignant les visages des gardes par éclat d'avertissement. Mon cœur était un oiseau pris au piège, mais mon esprit était déjà devenu de glace. Juste au moment où l'ascenseur sonna, la tension des gardes se rompit. Un homme dans un costume noir sur mesure en sortit, traversant le périmètre armé avec l'aisance de quelqu'un qui possédait l'air qu'il respirait. Il ne regarda ni les armes ni l'employé paniqué, il me fixa droit dans les yeux avec une reconnaissance qui m'effraya plus que les pistolets braqués sur ma poitrine. Il s'arrêta exactement à 60 centimètres de moi et murmura 3 mots qui incinérèrent toute ma réalité: bon retour, Éléonore. Il ne me lut pas mes droits, mais me conduisit dans un bureau insonorisé qui sentait l'espresso coûteux et le cuir vieilli, un monde que je n'avais vu qu'à travers les fenêtres des villas de luxe que je nettoyais. Il me servit un verre d'eau glacée, le cliquetis des glaçons contre le verre étant le seul son dans la pièce. Alors que je prenais une gorgée, l'odeur riche et vive du café m'atteignit et me souleva le cœur. Pendant 14 ans, mon parfum personnel avait été l'eau de javel industrielle et l'air humide et stagnant de la buanderie où je dormais. L'homme, le commandant Lefebvre, fit glisser un épais dossier sur le bureau en acajou. Il l'ouvrit pour révéler une modélisation numérique et une photo de progression d'âge d'une jeune femme. Le test ADN rapide que nous avons effectué par rapport à la base de données des affaires non résolues de 1991 est revenu il y a 10 minutes, c'est une correspondance à 99,9%, Éléonore. Vous n'êtes pas juste une ressemblance, vous êtes une certitude biologique. Elle avait ma mâchoire, exactement mon nez et mes yeux, mais elle n'avait pas l'air d'avoir passé ses nuits à calculer comment survivre un mois de plus avec le SMIC, elle avait l'air aimée. Votre nom est Éléonore d'Aubigné, dit doucement Lefebvre, vous êtes l'unique héritière d'un empire immobilier et technologique basé à Sophia Antipolis valant 400 millions d'euros. Vous n'avez pas été abandonnée et vous n'étiez pas une erreur, vous avez été enlevée dans un parc en 1991. Le mot « enlèvement » aurait dû me briser, j'aurais dû sentir les murs se refermer sur moi, mais au lieu de cela, j'eus l'impression qu'un bilan comptable était enfin équilibré. Toutes ces années où Marc, mon beau-père, m'avait regardé avec dégoût, me traitant de fardeau et de parasite, prenaient soudainement tout leur sens. Il n'avait pas été un tuteur sans amour, il avait été un geôlier gardant une scène de crime. Il ne m'avait pas gardé par la bonté de son cœur, il utilisait mon identité volée comme un abonnement à une vie qu'il n'avait pas méritée, avec moi payant la facture de mon sang et de ma sueur. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas demandé de câlin, j'ai regardé Lefebvre dans les yeux et j'ai ressenti la première poussée d'une clarté clinique. Il ne s'agissait plus d'une enfant disparue, c'était une OPA hostile. Marc avait passé 14 ans à puiser dans ma compassion, croyant que j'étais trop brisée pour vérifier les comptes, il se trompait. La victime qu'il pensait avoir réduite au silence par l'éducation était morte, le témoin était réveillé, et je ne voulais pas d'excuses, je voulais un décompte de chaque centime, de chaque minute et de chaque souffle qu'il m'avait volé. Que se passe-t-il ensuite, demandai-je, ma voix aussi stable que le marteau d'un juge. Dans mon esprit, la silhouette de Paris disparut, remplacée par les murs gris et humides de la buanderie de Marc, mon espace assigné. Marc ne m'avait même pas donné la dignité de mon vrai nom, il m'appelait Léa, un nom d'emprunt pour la vie qu'il effaçait lentement. Je me souviens de les avoir regardés à travers la grande baille vitrée de la salle à manger, Marc et sa fille biologique,
Camille, s'asseyait sous la lueur dorée et chaude du lustre, découpant d'épaisses entrecôtes saignantes qui coûtaient plus cher que ce que je gagnais en une semaine. Je pouvais entendre le tintement des verres en cristal, un son qui représentait un monde qu'on me disait ne pas mériter de toucher. J'étais toujours de l'autre côté de cette vitre, serrant un sandwich froid fait avec le crouton d'une miche de pain. Quand j'osais frapper au carreau, suppliant pour un moment de chaleur, Marc ouvrait la porte juste assez pour me surplomber comme une ombre. L'entrecôte est pour les gens qui contribuent, Léa, disait-il, sa voix étant un poison doux et moralisateur. Tu as de la chance que je te garde même un toit au-dessus de la tête, tu devrais être à genoux à me remercier pour les restes. Pendant longtemps, je l'ai cru. J'ai porté le poids de cette dette perçue comme une pierre physique dans ma poitrine, croyant que j'étais une erreur qui devait s'excuser d'exister. Mais assise en face du commandant Lefebvre, la chaîne invisible que Marc avait enroulée autour de mon esprit se brisa enfin. Ce n'était pas de la charité, c'était un investissement tactique. Marc n'avait pas élevé une belle fille, il avait préparé un témoin à être reconnaissant pour sa propre prison. C'était la chaîne invisible du survivant, une cage psychologique où le geôlier convainc le prisonnier que les murs sont un cadeau. Marc avait besoin que je sois brisée pour que je ne pose pas de questions sur la raison pour laquelle mon visage ne correspondait pas au nom sur les documents qu'il gardait sous clé. Il avait besoin que je sois désespérée pour que je n'aie jamais la confiance nécessaire pour regarder mon propre acte de naissance. C'était un trafiquant d'identité qui avait transformé ma vie volée en un stratagème de blanchiment de 400 millions d'euros. Marc n'a pas seulement volé mon nom, il a utilisé ma pauvreté comme un bouclier humain. Il savait qu'une femme de ménage vivant dans une buanderie était la cachette parfaite pour une piste financière de 400 millions. Si j'avais ressemblé à une daubinier, le monde aurait commencé à poser des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Il m'a affamé pour garder son empire invisible. Mon existence en tant que Léa, le fardeau, était le camouflage qu'il utilisait pour cacher Éléonore Daubigné. Chaque fois qu'il me traitait de moins que rien, c'était une manœuvre pour protéger sa marge de profit. Il ne me détestait pas parce que j'étais indigne d'amour, il me détestait parce que j'étais une scène de crime marchand dans ses couloirs. Je me frottais les poignets, la peau encore sensible du poids de la vie qu'on m'avait forcé à porter. Marc avait abusé de mon silence pendant plus d'une décennie, mais il avait oublié une chose à propos de la comptabilité, tôt ou tard, les comptes doivent s'équilibrer. Ce n'était plus un drame familial, c'était un audit hostile, et au moment où j'en aurais fini, j'allais m'assurer que Marc réalise que l'erreur qu'il cachait était la seule personne qui allait lui prendre tout ce qu'il avait construit sur mon sang. La porte du bureau insonorisé ne s'ouvrit pas simplement, elle explosa vers l'intérieur avec une violence qui brisa le silence. Je n'eus même pas le temps de crier avant que deux adjoints en uniforme n'investissent la pièce, leurs mains posées sur leurs armes avec une intention létale exercée. Et marchant derrière eux, traversant le périmètre de la préfecture comme s'il entrait dans son propre salon, se trouvait Marc. Il ne portait pas les chemises en flanelle tachée que j'avais l'habitude de lui voir, il portait un costume en laine coûteux et parfaitement ajusté, le tissu brillant sous les lumières stériles du bureau. Il ne regarda pas le commandant Lefebvre, il me fixa droit dans les yeux, et ses yeux n'étaient pas remplis de la colère à laquelle je m'attendais, ils étaient éteints. « Éloignez-vous de la suspecte » aboya-t-il, sa voix résonnant sur les parois de verre comme un marteau. Lefebvre resta ferme, plaçant son corps entre moi et les adjoints. « C'est une enquête de police nationale, Marc, dit Lefebvre, sa voix descendant à un niveau dangereusement bas, tu n'as aucune compétence ici. » Mais Marc ne tressaillit pas. En tant qu'ancien procureur, il savait exactement où se cachaient les fissures du système. Il avait manipulé ses anciennes relations pour contourner la sécurité du hall, brandissant une ordonnance de tutelle d'urgence et prétendant que j'étais une pupille mentalement instable qui s'était enfuie. Il n'était pas seulement là en tant que père, il utilisait une faille juridique locale pour envahir un bastion d'État, pariant que son statut intimiderait quiconque se mettrait en travers de son chemin. Il claqua un morceau de papier plié sur le bureau en acajou avec un bruit sourd écœurant. « J'ai un mandat signé par un juge d'instance il y a 15 minutes, ricana Marc. Vol aggravé, accusation criminelle. » Il pointa un doigt vers moi, le même doigt qui m'avait frappé la poitrine 1000 fois alors qu'il me disait que j'étais une erreur. Cette femme a volé pour 120 000 euros de titres de propriété dans ma chambre avant de s'enfuir ce matin, je l'emmène en garde à vue. C'est un mensonge, hurlai-je,
la clarté clinique dans ma tête étant momentanément éclipsée par une vague d'indignation brute. Je n'ai pas mis les pieds chez toi depuis des années. Mais Marc eut seulement un sourire en coin, une expression froide et calculée qui me disait qu'il avait planifié ce coup bien avant que je ne mette les pieds dans ce bâtiment. Il fit un signe de tête à ses adjoints, menottez là. L'un des adjoints me saisit le bras et le tordit derrière mon dos avec assez de force pour faire craquer mon épaule. Je poussai un cri, la douleur m'aveuglant pendant une seconde, mais je ne suppliai pas. Je regardai Lefebvre, cherchant le sauveur qu'il avait promis d'être. Je vis le calcul dans ses yeux alors que Marc s'approchait tout près, poitrine contre poitrine avec l'officier de police. Prudence, commandant, chuchota Marc, son ton dégoulinant d'une menace législative feutrée, c'est un crime relevant de la juridiction locale, circonstance d'urgence. À moins que vous ne vouliez entraver une arrestation pour crime au dossier, vous allez vous écarter. Lefebvre hésita. Il savait que techniquement, un mandat local pour crime pouvait m'extraire si Marc affirmait que j'étais en fuite. Marc utilisait la bureaucratie même que Lefebvre servait comme une arme. L'acier froid des menottes mordit mes poignets, le clic du verrou résonnant comme un coup de feu dans le bureau calme. Marc m'attrapa le bras, sa poigne me meurtrissant le muscle. Il se pencha tout près, son haleine chaude contre mon oreille, sa voix n'étant qu'un murmure destiné à moi seul. « Je t'avais dit de ne jamais fouiller, Éléonore, siffla-t-il, je t'avais dit de laisser tomber. Maintenant, tu vas mourir dans une cellule de dégrisement. Tu te pendras avec un drap de lit avant même que tes riches parents n'aient touché le tarmac. » Le sang se retira de mon corps, mais je ne m'effondrai pas. Je réalisai alors que Marc ne m'emmenait pas en prison pour m'enregistrer, il m'emmenait à une exécution privée. Notre histoire n'était pas un lien familial, c'était une mauvaise créance que Marc essayait d'effacer définitivement. Il avait besoin que je sois un fardeau une dernière fois, un corps à éliminer pour que sa fraude de 400 millions d'euros reste enterrée. « Avance !» cria Marc, me secouant vers la porte. Alors que les adjoints commençaient à me traîner vers l'ascenseur, je sentis le poids familier de la personnalité de Léa essayer de prendre le dessus, cette partie de moi qui était entraînée à être une prisonnière calme et docile, mais cette fille-là n'existait plus. Marc avait passé 14 ans à me rendre invisible, mais aujourd'hui, j'allais être la chose la plus visible de tout son univers. Le couloir s'étendait comme un tunnel stérile, les néons au plafond devenant flous alors que les adjoints me faisaient marcher de force vers les ascenseurs. La main de Marc était un étau sur mon biceps, ses doigts s'enfonçant dans la chair tendre entre le muscle et l'os. Cette prise, je la connaissais. Je ne luttais pas contre leur force, je ne reculais pas. Au lieu de cela, je fis quelque chose à quoi Marc ne s'attendait pas, je devins complètement amorphe. Je laissai tout le poids de mon corps tomber au sol d'un seul mouvement soudain. C'est un tour qu'on apprend quand on est forcé de déplacer des meubles lourds toute seule. Un poids mort est impossible à déplacer avec grâce. La chute soudaine surprit l'adjoint à ma gauche, sa prise glissa, ses bottes dérapèrent sur le linoléum poli, et nous fûmes stoppés net à exactement 3 mètres de la rangée d'ascenseurs. « Lève-toi » grogna Marc, tirant sur mon bras avec une rage désespérée au visage pourpre, « arrête de faire une scène. » Je ne me levai pas. J'ancrai mes talons et redressai lentement ma colonne vertébrale, tirant contre les menottes jusqu'à ce que la chaîne d'acier soit tendue et morde ma peau. Je tournai la tête et regardai Marc directement dans les yeux. Pour la première fois en 14 ans, je ne tressaillis pas, je ne baissai pas les yeux. Je le laissai voir exactement ce qu'il avait créé. La victime était partie, le témoin était réveillé. « Lefebvre » criai-je. Ma voix ne trembla pas, elle ne supplia pas, c'était un ordre. Vérifiez l'horodatage. Regardez le mandat qu'il a signé. Le visage de Marc passa de la rage à un éclair de terreur authentique et frénétique. Faites-la taire, aboya-t-il aux adjoints, mettez-la dans l'ascenseur tout de suite. Mais il était trop tard. Lefebvre ne ralentit pas, il ne posa pas de questions. Il projeta tout son poids contre les portes de l'ascenseur juste au moment où elles se refermaient, les forçant à se rouvrir avec un crissement de métal grinçant. 2 officiers de la sécurité de la préfecture en uniforme surgirent du poste de contrôle, les mains sur leurs armes, bloquant la sortie. « On ne bouge plus » aboya Lefebvre. Sa voix n'était plus le ton calme et apaisant qu'il avait utilisé dans le bureau, c'était la voix d'un homme qui commandait des unités de police.
Personne ne bouge, nous sommes en zone de juridiction d'État. Je suis un ancien procureur et un tuteur légal procédant à une arrestation licite, hurla Marc, la sueur perlant désormais sur son front. Fais-moi voir le mandat, exigea Lefebvre en tendant la main. Il ne demanda pas, il attendit. Marc serra le papier contre sa poitrine pendant une fraction de seconde, le geste d'un joueur de poker cachant une main perdante. Puis, réalisant qu'il avait 3 armes de poing braquées dans sa direction générale, il jeta le papier froissé à Lefebvre. Lis et pleure, commandant, vol aggravé, signé à 8 heures pile ce matin. Lefebvre déplia brusquement le papier. Il le parcourut une fois, puis leva les yeux vers l'horloge numérique au-dessus du bureau de sécurité. Ensuite, il regarda les moniteurs de surveillance derrière le poste de garde. Un calme froid et terrifiant s'installa sur lui. « Tu es négligent, Marc, dit Lefebvre, sa voix descendant à un murmure qui ressemblait à de la glace. Il retourna le papier pour que les adjoints puissent le voir. Ce mandat a été signé à 8 heures pile, mais les caméras de mon bâtiment ont enregistré l'entrée d'Éléonore par les détecteurs de métaux du Nord à 7h45. Le hall devint d'un silence de mort. Elle est sous protection de la police nationale depuis qu'elle est entrée, dit Lefebvre, s'approchant de Marc, envahissant son espace, à moins qu'elle ne puisse se téléporter. Elle n'aurait pas pu voler pour 120 000 € de titres à ton domicile à 8 heures si elle se tenait dans mon hall 15 minutes plus tôt. Les adjoints qui me tenaient relâchèrent leur prise comme si ma peau était soudainement devenue de feu. Ils se regardèrent, puis regardèrent Marc. Ils réalisèrent qu'ils n'exécutaient pas une arrestation légale, ils étaient complices d'un enlèvement en cours. Marc se tenait seul au centre du cercle, son autorité s'évaporant comme la brume dans une fournaise. Son pouvoir d'emprunt venait de dépasser son plafond de crédit. « Libérez-la immédiatement », ordonna Lefebvre, sa voix résonnant du poids du commandement de l'État. Je reculai en chancelant sur le sol poli, mettant de la distance entre moi et l'homme qui avait volé ma vie pendant 31 ans. Le visage de Marc était un masque de rage pourpre et pulsante. Réalisant qu'il ne pouvait pas s'en sortir par la parole, il finit par craquer. Les yeux de Marc étaient injectés de sang, sa façade de procureur sophistiqué volant en éclats pour laisser place à un pur désespoir maniaque. Il ne se souciait plus des caméras ou des gardes armés, c'était un homme regardant un empire de 400 millions d'euros disparaître, et il était prêt à tout brûler avec lui. « Je ne partirai pas sans elle », hurla Marc, sa voix déraillant de désespoir. Sa main vola à sa ceinture, il arracha son tasé de son étui, le plastique jaune brillant sous les lumières du hall. Il le braqua sur Lefebvre. « Reculez, hurla-t-il, je prends la garde de cette suspecte. » Il tenait un officier de police en joue dans un bâtiment officiel. Marc savait que c'était fini, il n'était plus qu'un animal acculé essayant de survivre aux 5 prochaines minutes. Les gardes réagirent instantanément, 3 pistolets se levèrent en une synchronisation parfaite, leurs canons pointés directement sur la poitrine de Marc. « Pose ton arme », ordonna Lefebvre. Pendant un instant, on aurait dit que Marc allait les forcer à lui tirer dessus. Puis, la folie quitta ses yeux, remplacée par la réalisation creuse d'un homme qui avait perdu tout moyen de pression. Il jeta le tasé sur le sol de marbre et leva lentement les mains. « Très bien », ricana Marc, tentant de sauver sa dignité, faisons cela dans les règles. Il mit la main dans sa veste. Les gardes se tendirent, mais il sortit un document froissé. « Vous m'avez eu », dit Marc avec légèreté, le mandat était faux. Je savais pour l'enlèvement, j'ai aidé à le couvrir. Je t'ai gardé, je t'ai caché, j'ai volé ta vie. Lefebvre s'avança avec les menottes, mais Marc se mit à rire, un son sec et grinçant. Non, je ne suis pas en état d'arrestation, dit Marc. Regardez le calendrier. L'enlèvement a eu lieu en 1991. Le délai de prescription pour l'enlèvement et la fraude a expiré en 2011. Le hall devint d'un silence de mort. Vous ne pouvez pas me toucher, je m'en vais illégalement, tu es toujours sous ma tutelle, je contrôle tes actifs. Tu as raison pour la prescription, dit Lefebvre, sa voix tombant dans un calme terrifiant qui stoppa Marc en plein élan, mais tu as oublié une règle. Lefebvre souleva un épais dossier du bureau. La doctrine de la fiducie constructive.
Il laissa tomber le dossier sur le comptoir avec un bruit sourd qui ressemblait à un couvercle de cercueil se refermant. On ne possède pas de biens obtenus par la fraude, Marc. Aux yeux de la loi, tu les détiens simplement en fiducie pour la victime. Nous avons tracé l'argent de la rançon initiale que tu as blanchi et chaque prestation sociale que tu as illégalement réclamée en son nom. Pendant qu'elle récurait les soldes dans ta buanderie, tu encaissais des chèques signés par un fantôme. C'est mon argent, s'emporta Marc, son sang-froid s'effondrant enfin. Non, dis-je, entrant dans son espace, ma voix froide et létale. Tu l'as juste géré pour moi. Tu étais l'investisseur silencieux de ma misère, mais la dette a été rappelée. La voix de Lefebvre coupa l'air comme une lame, la fraude civile n'expire pas quand la victime était mineure. Ton empire technologique de 400 millions, chaque centime appartient à Éléonore. Tes actifs sont gelés, ta maison est saisie, ta vie ne t'appartient plus. Marc recula, le visage pâle et terrifié. Il avait peur de n'être plus personne. Il avait passé 30 ans à construire un empire sur une fondation d'air volé. C'était l'illusion du pouvoir, la croyance qu'un château construit sur le sable est permanent parce que les murs sont dorés. Le statut de Marc était un costume de location payé avec la vie d'un enfant. Mais la richesse n'est pas seulement ce que l'on possède, c'est la fondation qui se trouve en dessous. Marc n'a jamais été un homme puissant, il n'était qu'un locataire d'une âme volée. Et une fois la vérité arrivée, son statut ne s'est pas seulement brisé, il s'est évaporé. Mais je suis le procureur, hurla Marc, la voix aiguë. Tu as blanchi de l'argent et fait de fausses déclarations fiscales fédérales pendant des décennies, coupa Lefebvre, ces horloges-là tournent toujours, et elles comptent à rebours jusqu'à 0 en ce moment même. Les gardes de la préfecture s'avancèrent avec détermination. Marc hurla alors que les menottes se refermèrent enfin. Je me penchai vers lui, ma voix étant un murmure qu'il n'oublierait jamais. Tu avais raison sur une chose, Marc, cela coûte cher de garder une erreur, et aujourd'hui, c'est toi qui paies l'addition. Les cris de Marc s'estompèrent alors que les portes de l'ascenseur se refermaient dans un sifflement, laissant le hall dans un silence soudain et bourdonnant. Le commandant Lefebvre fit glisser une seule feuille de papier vers moi, l'autorisation de transfert d'actifs. Ma main était parfaitement stable alors que je prenais le stylo. Pendant des décennies, j'avais été l'investisseur silencieux de la version de la famille de Marc, un abonnement auquel je n'avais jamais consenti, maintenant le contrat était nul. Je signai mon nom, non pas Léa Le Fardeau, mais Éléonore d'Aubigné, l'héritière. Vendez tout, dis-je à Lefebvre en lui renvoyant le papier. Je ne voulais pas de la luxueuse propriété de Sophia Antipolis ni des bureaux de haut standing construits sur les intérêts de ma misère. J'ai liquidé chaque actif, chaque compte et chaque centime que Marc avait blanchi à travers ma vie. J'ai pris ces 400 millions d'euros et j'ai fondé le registre national Éléonore d'Aubigné pour les enfants disparus. Je voulais m'assurer que chaque trésor volé est un moyen de rentrer à la maison. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une comptabilité de l'âme. Les lourdes portes vitrées de la préfecture s'ouvrirent et le vent de Paris fut éclipsé par une chaleur soudaine et aveuglante. La lumière du soleil inonda le hall. 2 silhouettes se précipitèrent, leurs visages vieillis par 31 ans d'attente et d'espoir. Je n'eus pas besoin des modélisations ou des dossiers, je ressentis la connexion dans mes os. Éléonore, murmura la femme, sa voix se brisant en 1000 morceaux de joie. Ils me serrèrent comme s'ils ne me lâcheraient jamais, et pour la première fois de ma vie, le sol sous mes pieds ne sembla pas sur le point de disparaître. J'en suis venu à réaliser qu'on nous enseigne souvent que la loyauté envers la famille est une dette que nous ne pourrons jamais rembourser, mais comme je l'ai découvert. Parfois cette dette perçue n'est qu'une arme utilisée par les geôliers pour vous garder dans une prison de votre propre gratitude. Marc a passé des années à essayer de me convaincre que j'étais indigne d'amour pour que je ne cherche jamais ma propre lumière. Il avait besoin que je croie que j'étais une erreur pour que je ne réalise pas que j'étais la preuve. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, souvenez-vous que votre valeur n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre vous accorde, ce n'est pas une étiquette que vous devez gagner auprès de gens qui ne vous voient que comme utile. Vous n'avez pas à rester petit pour tenir dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Le pardon n'est pas toujours pour l'autre personne, c'est parfois le seul moyen de se libérer des étiquettes qu'ils ont essayé de tatouer sur votre cœur. Vous n'êtes pas brisé et vous n'êtes pas un fardeau, vous êtes un trésor qui a été caché, attendant d'avoir le courage de se voir enfin.
Si cette histoire vous a rappelé votre propre force, appuyez sur ce bouton de partage, nous devons atteindre ceux qui attendent encore que leur propre lumière perce l'obscurité. N'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre notre communauté de survivants, nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.